Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier webinaire de sensibilisation à l'endométriose, organisé par l'Inter-CPTS 91 et co-construit avec le réseau Périnatif Sud, la filière Endo-Sud Île-de-France et le GHNE Paris-Saclay. Suivant, s'il te plaît. Le mien là. Merci. Donc, avant de commencer, je vous rappelle juste les règles d'un webinaire, c'est-à-dire, voilà, dans la mesure du possible, de couper vos micros pour éviter les interférences, de poser vos remarques et questions dans le chat qui est prévu à cet effet. Moi, je reviendrai sur toutes les questions que vous avez posées, toutes les remarques que vous avez faites à la fin des interventions pour éviter les coupures entre chaque intervention. Et, euh, et, je crois que c'était globalement tout ce que je voulais dire. Et je vais vous mettre dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction que vous retrouverez à la fin. Donc voilà, suivant. Voilà, ce webinaire, le programme de ce webinaire, ça va commencer, ça va être introduit par le docteur Bornstein qui va nous présenter l'endométriose, suivi du docteur Sakli qui va nous présenter l'imagerie dans le cadre de l'endométriose. Ensuite, ce sera suivi par Madame Perrotte et Monsieur Mossa qui sont à la filière Endo-Sud Île-de-France pour présenter la filière. Et on terminera par le docteur Marin qui présentera le parcours de soins en endométriose au sein du GHN Paris-Saclay et spécifiquement son centre de référence de l'endométriose. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole au docteur Bornstein. Bonjour. Là, la suivante, donc juste en préambule, la suivante, s'il vous plaît. Voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. La suivante, voilà. Donc l'endométriose, en fait, c'est multiforme, multisymptômes. C'est-à-dire que vous allez avoir des femmes chez qui on découvre de l'endométriose complètement par hasard à l'occasion d'une cellio, pour une appendicectomie ou n'importe, et qui n'ont absolument aucun symptôme, qui ont aucune douleur, qui ont réussi à avoir des enfants sans problème. Et puis vous en avez qui peuvent avoir quelques symptômes, voire beaucoup de symptômes, et avec une grosse altération de la qualité de vie. C'est ce qu'on appelle la maladie endométriosique. La suivante. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vais d'abord aller sur la définition. Donc, c'est du tissu semblable à de l'endomètre, la muqueuse de l'intérieur de l'utérus, qui est située en dehors de l'utérus et qui va subir toutes les évolutions liées à la sécrétion hormonale ovarienne. Et donc, ça va donner des pathologies polymorphes avec des localisations qui sont variables, qui peuvent être là sur le schéma, on voit en général 50% des cas, c'est au niveau des ovaires, le point 1 sur le schéma. Ça s'appelle l'endométriome. Ça peut être sur les ligaments utérosacrés. Je vous montrerai un autre schéma où ils sont un peu définis. Les ligaments utérosacrés sont collés sur la face postérieure et inférieure de l'utérus et vont jusqu'au sacrum. Et on en trouve aussi au niveau du rectum, de la vessie, du vagin, du péritoine. Et puis l'adénomiose, le point 2, là, sur le schéma, c'est une forme un peu spécifique. Très rarement, on va en trouver au niveau des urtères qui s'implantent sur la vessie, avec des conséquences donc d'hydronéphrose, mais c'est assez rare et encore plus rare au niveau du diaphragme et du thorax. La suivante. Euh, Bonjour. donc, on parle de trois types habituellement d'endométriose. L'endométriose superficielle qui est péritonéale, l'endométriose ovarienne, c'est l'endométriome, et l'endométriose profonde qui est sous-péritonéale, qui va toucher donc en particulier les ligaments utérosacrés. Donc, la localisation et la sévérité des symptômes n'ont rien à voir avec l'importance des lésions et a priori ni avec l'évolution des lésions, hein. C'est quelque chose de complètement distinct. On peut voir découvrir des foyers d'endométriose à la celluloscopie très nombreux et très importants, avec absence de douleur, et un petit foyer avec une forte douleur et une forte altération de la qualité de vie. La suivante. Voilà, donc là, vous avez le schéma à droite
où vous voyez les ligaments utérosacrés, hein, qui vont de la face postérieure de la partie inférieure de l'utérus jusqu'au sacrum, et qui va expliquer pourquoi dès que l'utérus s'est un peu bougé et pourquoi, enfin, ça va entraîner des douleurs. Et en particulier lors des rapports, c'est ce qu'on appelle les dyspareunies profondes. Alors, on va passer à la suivante, s'il vous plaît. L'étiologie. L'étiologie, en fait, il y a un faible niveau de preuve pour confirmer vraiment les hypothèses étiologiques. Actuellement, celle qui est la plus, la- celle qui est enfin, actuellement retenue, c'est celle de menstruation rétrograde. C'est-à-dire que lors des règles, il va y avoir une contraction de l'utérus et au lieu d'avoir uniquement du sang qui va dans le vagin, ça va refluer par les trompes et expliquer des foyers de muqueuse endométriale qui vont partir dans la cavité péritonéale ou au niveau des ovaires. Alors, ça va entraîner donc des foyers endométriaux avec une réaction inflammatoire, des adhérences, des lésions. C'est favorisé par les règles précoces, donc avant 12 ans, par des cycles courts, 21 jours par exemple, et par l'abondance des règles. Mais en fait, c'est une maladie multifactorielle. On s'est aperçu qu'il y avait des variants génétiques. Sauf que ça n'explique qu'à peu près 10% des endométrioses, des cas d'endométriose. Et on s'est aperçu qu'il y avait aussi des porteuses de variants génétiques qui n'étaient pas malades. Après, il y a cette inflammation chronique. Est-ce que c'est la cause, la conséquence? Et ça va entraîner une espèce de dysfonction du système immunitaire. L'environnement, là, il y a de plus en plus d'études qui sont en cours pour voir l'impact des perturbateurs endocriniens. Et donc, l'exposition à ces perturbateurs endocriniens, ce serait un facteur de risque aussi d'endométriose. Et puis, plus fréquente sans cette maladie est plus fréquente sans qu'on ait tout à fait d'explication chez les femmes qui ont un faible IMC ou qui ont eu un poids de naissance elles-mêmes bas. Alors, la suivante. Donc, ça concerne 10% des femmes en âge de procréer et donc à peu près 2 millions en France. Et en cas d'endométriose, en fait, on en retrouve plus des 2 tiers chez les femmes de 25-49 ans. Moins de 25 ans, ça représente un peu moins de 4%. Et pour les plus de 50 ans, 27,8%. Alors, la suivante. Euh, Alors, la question sur à quel moment les perturbations peuvent avoir un impact. Pendant la grossesse, ben non, en général, parce qu'il n'y a pas de saignement. Donc, l'endomètre, les foyers endométriaux vont pas saigner à ce moment-là. Non, il y a un impact, semble-t-il, mais il n'est pas encore très clair sur les perturbateurs endocriniens qui seraient plus fréquents enfin, où il y aurait eu une exposition plus fréquente chez les femmes qui sont malades d'endométriose. Mais c'est vraiment à confirmer, il y a des études en cours, hein. Sur le plan de la nutrition, on n'a pas trouvé de vrai niveau de preuve pour dire que tel aliment favoriserait par rapport à tel autre, hein. Donc, l'endométriose, ça va concerner des femmes qui sont en dysménorrhée, 30 à 50% des femmes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, ce qui veut dire qu'il y en a 50 à 70% où c'est une autre cause. Donc, ne pas oublier les diagnostics différentiels. Par contre, le risque d'infertilité chez ces femmes est multiplié par 10 en cas d'endométriose, donc, et elles ont, dans un tiers des cas, recours à la PMA. Et bon, ce qui est maintenant bien connu, c'est que pour l'instant, le délai diagnostique est de 7 ans et le plan gouvernemental actuel vise à réduire ce délai diagnostique. La suivante. Alors, quand y penser, c'est devant des douleurs pelviennes résistantes au traitement antalgique de palier 1. C'est-à-dire qu'il faut commencer par les traiter, ces douleurs. Hein, je vois beaucoup de femmes qui n'ont eu aucun traitement, qui ont très mal pendant les règles, qui n'ont aucun traitement. On ne va pas commencer les recherches, l'imagerie, alors qu'on n'a pas commencé à calmer la douleur. Donc, des fois, c'est devant la découverte d'une infertilité. Dans le bilan de l'infertilité, on va découvrir l'endométriose. Et puis, dans le cadre de bilan de douleurs pelviennes chroniques. Ces douleurs pelviennes, elles vont donner des irradiations particulières, les lombes, le pelvis, le périnée, vagin, abdomen. Ça s'explique entre autres hein, par l'atteinte des ligaments utérosacrés qui est assez fréquente, et puis par l'atteinte, mais je crois que j'en parle un petit peu plus loin, des fois des nerfs honteux,
des nerfs hypogastriques qui circulent dans ces ligaments utérosacrés qui peuvent être inflammés par les foyers endométriosiques et qui vont donner donc ces irradiations. C'est un type de colique ou spasmodique ou bien un type de pesanteur sourde, congestive, avec une prédominance au moment des règles, soit en début, soit à la fin, soit toute la durée des règles. Et surtout, c'est que l'évaluation est supérieure à 7 sur 10. Hein. Suivante. Donc, quand y penser, il faut systématiquement poser la question. Quand vous ouvrez le dossier médical à une nouvelle patiente, il faut lui poser des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions à poser quand on ouvre un dossier médical, mais ça en fait partie. Une consultation pour mise en place d'une contraception ou renouvellement, ou pour des autres motifs. En cas d'absentéisme, de certificat d'absence, d'arrêt de travail, c'est pour quelle raison? Soit c'est évident, soit il faut leur demander un peu ce qui se passe. Et puis c'est important parce qu'il y a quand même encore beaucoup de femmes et de jeunes filles pour qui on dit oh bah t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal. Voilà, c'est tout. Donc tu restes au lit avec une bouillotte et puis sans penser à prendre ne serait-ce qu'un comprimé de paracétamol. Donc il faut lutter contre les idées fausses et puis bien sûr dépister, traiter la douleur. Et puis dans le traitement, on aura besoin de savoir si elles ont un désir de grossesse. Est-ce qu'elles ont déjà pris des traitements? Est-ce qu'elles ont une altération importante de la qualité de vie au point d'avoir un absentéisme important? Comment se passent les rapports? On va rechercher l'endométriose profonde avec les dyspareunies profondes. La suivante. Voilà, donc les points d'appel, il y a quand même beaucoup de signes. Hein. Les dysménorrhées, bien sûr, les douleurs pelviennes chroniques, on en a parlé, des signes urinaires, parce qu'il peut y avoir donc des atteintes de la paroi urinaire. L'infertilité, les dyspareunies, on en a parlé. Il peut y avoir des signes digestifs puisque ça peut toucher le rectum et il peut y avoir des saignements lors des règles, les saignements d'origine, enfin rectaux, au niveau anal lors des règles. Ça peut être donc de la diarrhée au moment des règles, enfin, et puis des fois des exonérations douloureuses lors de la période de règles. Et puis la fatigue chronique parce que bah, lutter contre la douleur, c'est fatigant. Voilà. La suivante. Donc, le rôle des soins premiers. Donc là, je vais m'appuyer sur les recommandations de la HAS de 2018. Et donc, on va rechercher d'abord les symptômes évocateurs de l'endométriose. Est-ce que l'EVA est supérieur à 7? Est-ce qu'il y a un absentéisme fréquent? Est-ce qu'il y a une résistance aux dentalgiques de niveau 1? Ce qui sous-entend de les avoir prescrits, ou bien qu'elle les ait prises, parce que c'est quand même en vente libre aussi, que ce soit le paracétamol ou les anti-inflammatoires. Est-ce qu'il y a une infertilité? Et puis, on va chercher les symptômes de localisation, en particulier les symptômes d'endométriose profonde. Donc, on reprend les dyspareunies profondes, les douleurs cycliques à la défécation et les signes urinaires cycliques. La suivante. Donc, dans l'évaluation de la douleur, il faut savoir que bon, la douleur est différente d'une personne à l'autre. Hein. Ce sont les phénomènes de sensibilisation qui peuvent donc modifier les seuils de douleur. Il y a aussi des douleurs de type neuropathique avec des douleurs pudendales qui sont assez difficiles à traiter et qui vont pas, enfin, qui ont un traitement plus spécifique. Hein. Les douleurs neuropathiques n'ont pas le même traitement que les douleurs, les crises douloureuses aiguës non neuropathiques, on va dire. Et puis, on va évaluer la qualité de vie. Il y a plusieurs questionnaires. La suivante, donc ça, c'en est un, le PH5. Je ne vais pas le détailler, mais on va leur donner un questionnaire qu'elles vont remplir et en fonction du nombre de réponses, on va voir quel est l'impact sur la qualité de vie. La suivante. Donc, après, on va bien sûr faire un examen clinique. Et l'examen pelvien, c'est si possible, et si elles sont d'accord, mais surtout, il faut leur expliquer à quoi ça sert, puisqu'elles ont mal lors des rapports, elles n'ont pas forcément envie qu'on pose un spéculum et qu'on fasse un toucher vaginal. Donc, on va leur expliquer à quoi ça sert. Bien évidemment, si elles n'ont jamais eu de rapport sexuel, eh ben, on va pas faire d'examen par voie endovaginale. On va se contenter de palper le ventre et puis on va passer plus rapidement à la suite. La suivante. Donc, si on peut faire l'examen, il faut poser un spéculum parce qu'il va falloir regarder le cul-de-sac vaginal postérieur.
où on voit quelquefois des petits nodules bleutés. Là, vous en avez un juste en dessous du col. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que moi, j'ai pas la flèche. Et alors, c'est différent des petits nodules au niveau du col qui sont des œufs de Naboth, hein, c'est pas la même chose. Donc, c'est des petits nodules bleutés qui sont sensibles en général quand vous faites le toucher vaginal. Et puis, quelquefois, quand on a vraiment l'habitude, c'est assez difficile, moi je trouve, de palper des nodules au niveau des ligaments hétérosacrés ou du cul-de-sac de Douglas. Donc, il faut vraiment. Là, c'est plutôt du deuxième niveau. Et la douleur à la mise en tension des ligaments hétérosacrés, en fait, quand vous mobilisez le col, quand vous essayez de mobiliser l'utérus, vous voyez que c'est fixé, vous ne pouvez pas trop le mobiliser et puis que c'est très douloureux. La suivante. Donc, c'est pas la peine de forcer. Donc voilà, le rôle des professionnels de premier niveau, ça va être effectivement devant une plainte d'évaluer la douleur, d'évaluer le retentissement sur la vie, de rechercher des signes d'endométriose profonde et si possible de faire un examen clinique et pelvien, puis de prescrire l'échographie de première ligne, c'est-à-dire c'est par un échographiste classique. Alors la suivante. À quoi ça sert cette échographie pelvienne de première ligne? Alors, quand c'est suspubien uniquement, il faut que la vessie soit bien pleine et on va avoir des signes d'endométriome ovarien et on peut voir aussi des petits nodules dans la paroi vésicale. Mais ça va s'arrêter là. On verra jamais une endométriose profonde sur une échographie suspubienne, même vessie pleine. Par contre, par voie endovaginale, quand c'est possible, donc, et quand la patiente est d'accord, on va avoir d'autres signes. Alors, l'endométriome, les endométriomes, on les verra mieux, beaucoup mieux. On aura beaucoup plus les signes. On pourra, alors ça c'est plutôt dans les mains exercées qui ont l'habitude de trouver éventuellement des nodules du ligament utérosacré, mais ça, c'est pas toujours les échographistes de premier niveau. Bien sûr, on trouvera l'adénomiose qui est une forme particulière, mais enfin qui est un peu à part. Voilà. Euh, la suivante, voilà. La stratégie diagnostique. Donc, soit on a trouvé des signes de localisateurs d'endométriose profonde, soit il y a une infertilité. Donc là, on est dans la colonne de droite, oui. Et on va rechercher l'endométriose profonde. On va adresser pour des examens de deuxième intention et ça va être l'IRM, mais surtout on va adresser à un deuxième niveau de professionnel qui va faire l'examen d'une façon un peu plus fine. Soit il n'y a pas de signe, à ce moment-là, c'est des dysménorrhées qu'il faut traiter, il n'y a pas de souhait de grossesse, la recommandation c'est de donner une contraception hormonale, si possible l'œstrogestative, parce que c'est la plus efficace pour diminuer le volume des règles, voire arrêter les règles et calmer la douleur. Et puis, il y a aussi le stérile hormonal, mais j'y reviens après. Et puis, si c'est efficace, des antalgiques en plus, bien sûr, s'il y a des règles. Et si c'est efficace, on s'arrête là. Il n'y a aucun intérêt à faire une IRM et lui dire ah bah oui, vous avez une endométriose, bon, ou vous n'en avez pas alors qu'il y en a finalement. Enfin bon. Donc, si c'est pas efficace, bien évidemment, on renvoie aux soins secondaires. La suivante? Je vais vous demander d'accélérer un tout petit peu, Oui. docteur. Merci. Alors voilà, donc là, ça reprend un peu ce que je viens de dire. Les examens cliniques et échographies, c'est surtout pour bien ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel. Et puis, bah, ça reprend la dia d'avant. La suivante. Voilà, faut-il dépister toutes les femmes dès le collège? Bah, il y a 60% des dysménorrhées qui ne sont pas des endométrioses. S'il n'y a aucun tri et qu'on demande à une IRM à tout le monde, on aura des faux positifs, des faux négatifs, donc avec le poids d'un faux diagnostic et nécessité d'un échographiste et un radiologue référent. Donc l'urgence, c'est traiter la douleur, améliorer la qualité de vie. La suivante. Donc, les antalgiques palier 1, anti-inflammatoire paracétamol ou palier 2 qu'on peut leur donner. Et le traitement hormonal, ça va être contraception orale si pas de contre-indication, DIU et si elle est d'accord, DIU hormonal au lévonorgestrel qui a l'autorisation de mise sur le marché pour cette indication d'endométriose. Sinon, à défaut, les microprogestatifs ou l'implant contraceptif qui est aussi un traitement hormonal. La suivante. Voilà, on va donc travailler en équipe pour ces douleurs chroniques invalidantes. On ne peut pas travailler seul, qu'on soit médecin traitant, sage-femme, gynécologue. On va travailler aussi avec des sexologues, des psychologues, des algologues, des kinés, des assistantes sociales, puisqu'il y a un retentissement sur le travail.
La suivante, je crois que j'en ai terminé. Non, il y a aussi donc la conclusion, c'est lutter contre l'errance diagnostique et contre l'errance thérapeutique. En tant qu'échographiste, je vois encore trop souvent des femmes qui viennent pour un dépistage d'endométriose alors qu'elles n'ont jamais pris ne serait-ce qu'un comprimé de paracétamol pour leur douleur de règles. Ça va pas dans ce sens-là. Il faut qu'elles acceptent de prendre des médicaments pour calmer la douleur et on voit. Si ça calme, on s'arrête là. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un interrogatoire bien mené, éventuellement un examen clinique pertinent et consenti, et surtout l'importance de la mise en place du traitement dalgique adapté, réévalué et bien orienté. La suivante, je crois que j'ai fini. Voilà, c'est ma biblio. Voilà, et la suivante, c'est pour vous dire merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Bernstein. Je laisse la parole au docteur Sacli sur l'imagerie de l'endométriose. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous parler aujourd'hui un petit peu brièvement de l'imagerie de l'endométriose. C'est un sujet vaste, je vais essayer d'aller rapidement. Donc je ne vais pas revenir sur la définition et les symptômes de l'endométriose qui ont été très bien décrits par ma collègue. Toutefois, je me permets de souligner, d'insister encore sur l'enjeu majeur que soulève cette maladie, de par sa fréquence, une femme sur 10, et son impact, d'où l'intérêt grandissant à son diagnostic et à sa prise en charge. Et d'où d'ailleurs l'annonce d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose lancée en 2022 et concrétisée dans la création de filières dédiées. L'organisation de ces filières va être détaillée dans les topos suivants. Suivante. Encore suivante, on va passer sur tout ça. Donc, on va passer directement à l'imagerie. Donc, je vais souligner le rôle moteur de l'imagerie médicale dans le diagnostic et la prise en charge, ceci en collaboration et coordination avec les différents acteurs de la filière. L'objectif ultime, bien sûr, est un diagnostic précoce et une prise en charge à la fois globale, mais personnalisée des femmes atteintes d'endométriose. Suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a eu une réactualisation très récente des recommandations de l'imagerie concernant l'endométriose par la HAS en 2025, c'est au mois de mai cette année. Et en fait, dans une optique de standardisation des pratiques. Donc, on revient sur l'endométriose avec ses trois formes majeures, annexielle, profonde sous-péritonéale et superficielle péritonéale. Il ne faut pas oublier les localisations extra-pelviennes qui peuvent être diverses et multiples. On peut avoir des atteintes digestives, sécales, iléales, appendiculaires, une atteinte de la paroi abdominale, diaphragmatique, etc. Suivante. Donc, les moyens de l'imagerie, bien évidemment, en première ligne, l'échographie. En deuxième plan, après l'examen clinique qui est primordial, l'échographie se déroule en deux temps, suspubienne et endovaginale. En seconde intention, ou en cas de contre-indication à l'échographie endovaginale, on va avoir l'IRM pelvienne. Les objectifs de l'imagerie étant un diagnostic positif et surtout un bilan d'extension. Suivante, s'il vous plaît. On va commencer par l'échographie pelvienne. Donc, l'échographie pelvienne, c'est un examen qui touche à l'intimité des femmes. C'est des bonnes femmes qui ont déjà un contexte de douleur chronique, d'anxiété. Donc, il faudra vraiment souligner le savoir-être pour réaliser cet examen. Ça passe d'abord par une information de la patiente. Il faut essayer d'expliquer simplement et clairement le déroulement d'examen en langage simple. Il faudra obtenir un consentement éclairé après avoir expliqué le déroulement de l'examen. L'examen doit se dérouler dans un cadre sécurisant, respectueux de l'intimité de la patiente, avec délicatesse et bienveillance. Donc, il y aura de la communication verbale et non verbale qui doit être rassurante pour les patienteux. Il faudra communiquer et expliquer le résultat en fin d'examen et il faudra souligner aussi le droit de la patiente à être accompagnée par une tierce personne de son choix. Le savoir-faire, en fait, l'échographie de l'endométriose reste un examen assez spécialisé quand même. Donc, il faudra un opérateur bien formé, voire expert dans la matière. La préparation digestive n'est pas nécessaire de routine, mais parfois demandée dans le cadre d'expertise. L'examen se déroule en deux temps, par la voie suspubienne. Là, on explore plutôt vessie et rein, un peu les annexes.
et surtout l'analyse doit être faite par voie endovaginale, bien sûr après consentement de la patiente. Donc là, on a une analyse de routine explorant l'utérus, les ovaires, on doit chercher un épanchement, et il y a une analyse spécifique à l'examen de l'endométriose. C'est une analyse compartiment par compartiment à la recherche d'endométrium et d'atteintes profondes et rectales. Le Doppler pourrait être utilisé pour les endométriums atypiques ou en cas d'adénomyose associée. L'échographie reste très bonne pour les atteintes ovariennes, vésicales et rectales. Le reste du bilan, c'est vraiment l'IRM. Donc, une échographie normale ne doit jamais conclure à l'absence d'endométriose. Suivante, s'il vous plaît. On passe à l'IRM. On a tendance à vouloir standardiser les protocoles d'IRM dans le cadre de prise en charge globale dans des filières. L'objectif ultime, c'est d'obtenir un examen de bonne qualité qui pourra être relu dans des RCP et où on pourra avoir une analyse optimale et répétitive, surtout si on a besoin de relire l'examen. Donc, la préparation de la patiente, cette préparation vise à diminuer vraiment les artefacts pour une bonne qualité. Donc, il n'y a pas de période optimale pour la réalisation de l'examen. Donc, l'examen pourrait être réalisé quelle que soit la période du cycle selon la disponibilité des rendez-vous d'IRM. Il faudra un jeûne de 4 à 6 heures, une réplétion vésicale moyenne, donc pas trop remplie, pas trop vide non plus, un lavement 2 heures avant l'examen, l'opacification rectale et vaginale au cours de l'examen même est controversée. Elle est laissée au bon vouloir du radiologue et à ses habitudes. L'examen se déroule en décubitus dorsal avec sangle de compression et on pourra injecter des agents antipéristaltiques, le glucagène, sauf contre-indication, toujours dans l'optique de limiter les artefacts. Le protocole en vise encore une standardisation des protocoles. On peut faire l'examen sur une IRM de 1,5 ou 3 Tesla, avec un résultat actuellement pareil, il n'y a pas de différence significative. On utilise des bandes de Pressat. Il faudra au moins 2 plans T2, des plans T1 et T1 FATSAT, des séquences T2 explorant les reins obligatoirement pour les atteintes profondes compressives, et en optionnel, des séquences 3D, des séquences coupe fine T2. Et là, c'est optionnel sur les recommandations, mais c'est fortement recommandé en pratique courante. Les séquences diffusion et les séquences injectées sont utilisées en cas d'atypie, d'endométriose pariétale, d'atteinte nerveuse, d'association lésionnelle. Il faudra maintenant discuter peut-être l'utilisation des séquences explorant le diaphragme, vu la découverte très grandissante d'atteintes diaphragmatiques, mais ça reste controversé. Suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais vous montrer quelques images d'atteintes typiques à l'imagerie d'endométriose. On va commencer par l'endométriose annexielle, en l'occurrence ovarienne, le fameux endométrium. L'échographie en Asie, elle est très bonne pour le diagnostic d'endométrium avec une sensibilité de 90 à 100% et une spécificité de 85 à 100%. Il existe un aspect typique, donc un diagnostic aisé en échographie. En fait, on va à ces fameuses masses annexielle avec un ferme piqueté intralésionnel, c'est homogène il faudra savoir détecter les signes d'atypie. Ce que je vous montre là, c'est l'aspect vraiment typique sur les 2 images. Mais il existe des atypies. On passe. La suivante, s'il vous plaît. L'endométrium en IRM, donc l'aspect est également typique. Ce que vous voyez là, les petites masses très blanches en T1 avec une diminution du signal en T2 très typique. La HAS préconise qu'on utilise le terme micro-endométrium ou implant ovarien pour les lésions de moins de 10 mm et d'endométrium ou kyste endométriosique pour les lésions de plus de 10 mm. Suivant, s'il vous plaît. Encore des images d'endométrium. Vous savez, les radiologues, on aime bien les images. Donc, des images d'endométrium en hypersignal très blanc en T1. Et le fameux shading qui est typique est présent dans 80% des cas et ça confirme la présence d'endométrium. Donc, il faudra surtout localiser l'endométrium dans l'ovaire lui-même, donc central ou périphérique, localiser les ovaires. Il faudra ne pas oublier de décrire un hydro ou un hématosalpinx associé. Ne pas oublier aussi d'évaluer la réserve ovarienne dans le cadre de prise en charge en PMA ultérieure. Il faudra surtout également reconnaître l'endométriome atypique. Et là, on passe dans un autre cadre d'exploration de
masse pelvienne, car les dégénérescences existent. Donc, l'étape suivante est de rechercher l'endométriose profonde. L'endométriose profonde est multisite, elle a été bien décrite par ma collègue. Donc, l'atteinte postérieure est plus fréquente que l'atteinte antérieure. On a plus fréquemment une atteinte des ligaments utérosacrés du utérus, du rectosigmoïde, du vagin et de la vessie. Suivante. On dispose actuellement de plusieurs classifications qui ont été proposées, qui sont corrélées au risque chirurgical. On a tendance de plus en plus à les utiliser. On a surtout la classification des PEI qui a été proposée par l'équipe de Tenant. Donc, c'est une classification qui propose une segmentation du pelvis selon des critères anatomiques en compartiments. Et de là, on va décrire l'atteinte compartimentale de l'endométriose profonde. En fait, le pelvis est divisé en plusieurs compartiments. Un compartiment central, deux compartiments latéraux droit et gauche, antérieur, médian et postérieur, selon des lignes virtuelles. Et on a une stadification de l'atteinte selon le degré en fait de l'atteinte profonde. Suivante. Il y a aussi la classification en 2 stages que je trouve personnellement un peu plus compliquée. Donc, je vais passer. Donc, l'IRM permet un bilan exhaustif de l'atteinte profonde. C'est l'atteinte la plus douloureuse, en fait. Notamment des compartiments latéraux. En fait, les compartiments latéraux sont aveugles à l'échographie, on peut pas les explorer, ou très difficilement. Donc, je vais vous montrer encore quelques images d'atteinte typiques, profondes. On commence par l'atteinte du torus. On voit, et des utérosacrés, on voit l'atteinte sous forme sur les 2 images d'IRM de nodules noirs où il y a le spot, le spot rouge. C'est une atteinte, c'est un espèce de nodule rétractile en hyposignal très profond, noir en T2, qui attire les organes. C'est une espèce de rétraction. Donc, l'atteinte commence en général au niveau du torus et s'étend vers les ligaments utérosacrés. La HS nous propose aussi des critères diagnostiques pour les ligaments utérosacrés. En fait, l'atteinte utérosacrée génère des faux positifs très souvent. Donc, l'HS, sur les nouvelles recommandations, propose un critère de calibre, de taille. Donc, les US sont considérés comme normaux si inférieurs à 3 mm et un critère de morphologie. Donc, s'ils sont nodulaires, rétractiles ou spiculés sur au moins 2 plans et s'ils contiennent des implants hémorragiques. Sinon, on reste dans l'incertitude. On préfère ne pas confirmer une atteinte d'endométriosite endométriosique en l'absence d'autres sites, bien sûr. Suivante. D'autres exemples, une atteinte du compartiment central médian, le cul de sac vaginal postérieur, un site très fréquent. On voit l'image d'IRM qui montre un volumineux nodule du cul de sac vaginal postérieur. L'examen ici, on voit qu'il a été réalisé avec opacification basse. On voit le rectum et le vagin en blanc. Exemple d'atteinte rectosigmoïdienne, qui est le compartiment postéromédian. Et là, on est bon à la fois en échographie et en IRM. Sur les images d'échographie, on voit un gros nodule endométriosique, là, le truc noir spiculé, de la paroi antérieure du rectum. Et on trouve la corrélation en IRM sur l'image en bas. Suivante. L'atteinte du compartiment central antérieur, toujours dans l'endométriose profonde, c'est l'atteinte de la cloison utérovésicale et l'atteinte de la paroi vésicale même. Et sur les images, on voit la vessie avec un gros nodule endométriosique de sa paroi. Faut pas oublier l'atteinte des compartiments latéraux, l'apanage de l'IRM et le plus vraiment de l'IRM par rapport à l'échographie dans des mains expertes. Donc là où on trouve on est de plus en plus bon pour les compartiments latéraux. C'est là où on trouve l'atteinte des paramètres. C'est les atteintes assez avancées en général. Et c'est dans un cadre d'expertise qui sont analysés. Donc, paramètres, ligament utérosacré distal, ligament rond. Ça va parfois dans les atteintes extensives jusqu'aux fascias recto latéraux et les fascias pelviens profonds jusqu'à parfois à l'atteinte des parois pelviennes. Et ce type d'atteinte explique parfois des douleurs qui restent sans explication sur
sur l'imagerie, en fait, c'est l'atteinte des plexus nerveux. Comme parfois, il y a des patientes qui se présentent parfois par des sciatiques, avec d'autres atteintes nerveuses non expliquées. Donc, ces atteintes latérales permettent d'expliquer ce genre de symptomatologie très atypique. Suivante. Faut pas oublier les atteintes extra-pelviennes. Il y a une erreur, je m'excuse. C'est des atteintes extra-pelviennes. Ici, une image IRM d'endométriose pariétale, un gros nodule sur la paroi abdominale antérieure, sur cicatrice de césarienne. Les atteintes diaphragmatiques sous forme de spot, quand on voit des petits nodules là qui s'interposent sur le diaphragme et qu'on voit en hypersignal vraiment terrain. Enfin, un mot pour l'adénomyose, avec ces grands types internes et externes. En fait, le rattachement de l'adénomyose interne à l'atteinte endométriosique reste controversé. On parle plutôt d'une maladie associée plus qu'une atteinte endométriosique propre. Par contre, l'adénomyose externe pourrait ou fait partie plutôt intégrante de l'atteinte endométriosique et doit être décrite. Suivante. Un dernier mot pour le dernier type d'endométriose, qui est l'endométriose superficielle. C'est l'atteinte péritonéale. Malheureusement, en imagerie, on n'est pas bon pour l'atteinte superficielle. Donc, toutefois, elle est de plus en plus recherchée et diagnostiquée, notamment en IRM. On peut douter de la présence de cette atteinte sur l'échographie. On peut voir des petits spots très blanc en fait sur le cul-de-sac de Douglas. On peut la suspecter par des signes indirects avec la présence de symphyse de Douglas ou sur l'IRM par ces fameux spots toujours interposés sur le cul-de-sac de Douglas. Suivante. Un dernier mot en fait, la HAS et la CIFEM proposent un compte rendu standardisé qui doit être utilisé normalement par les radiologues experts et qui est disponible sur leur site. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Sacli. Je passe tout de suite la main à Madame Perrotte et Monsieur Moussa pour la filière Endo-Sud Île-de-France. Bonjour tout le monde. Donc, moi, Frédéric Perrotte, je suis la sage-femme coordinatrice de la filière. Et moi, Sofiane Moussa, je suis chargé de projet communication à la filière avec Frédéric. Voilà, on peut passer. On a compris qu'il fallait qu'on accélère le mouvement. Merci. Comme on vous l'a dit, il y a une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été faite en 2022. L'idée, c'est de réduire ce retard diagnostique de 7 à 10 ans et d'améliorer la prise en soin des personnes atteintes d'endométriose. Et ça, évidemment, on va plus vite tout seul, mais on va aller beaucoup plus loin tous ensemble. Et c'est le but des filières endométriose. Le travail en filière, c'est de travailler ensemble, c'est de faire des ponts entre la ville et l'hôpital, ce qu'on a un peu du mal à faire quand même encore de temps en temps, mais on est là pour ça. C'est de travailler tous ensemble et les équipes féminines sont aussi très, très là pour le faire. Pourquoi une filière endométriose? Il y a au moins 6 bonnes raisons. C'est fréquent, on l'a vu. C'est chronique tout au long de la vie d'une femme. C'est hétérogène. Alors, on parle de 3 4 phénotypes selon les structures qui en parlent. La qualité de vie, elle est largement aussi impactée à cause de ces symptômes douloureux qui persistent et qui sont là depuis longtemps, à cause du retard diagnostique et bien sûr de l'infertilité. C'est multidisciplinaire parce qu'il y a tellement de symptômes différents qu'on peut pas être tout seul à s'en occuper et qu'il faut aller voir le kiné, l'ostéo, la sexologue, le radiologue, le médecin, etc. Et donc, on doit être tous ensemble pour s'en occuper. Et c'est économique parce que, bien sûr, plus on voit du monde sans poser de diagnostic, plus ça coûte cher. Et donc, il y a l'absentéisme professionnel qui se rajoute aussi et la multiplication des examens. L'étude compare endométriose de la PHP montre très bien que les patientes peuvent faire au moins 4 imageries. Et vous voyez qu'à la place d'en faire une qui va poser le diagnostic ou pas, eh ben, on fait encore des économies. Et là, on en a un petit peu besoin en ce moment, il paraît. La suivante. Le découpage en Île-de-France, 4 filières territoriales avec un seul site internet et un annuaire. Hein. Donc vraiment retenez qu'il y a Endo IDF, 4 territoires parce que c'était un peu plus simple parce que c'est une grande région. Mais en tout cas, le scoop qu'on peut vous annoncer, c'est qu'on nous demande de travailler pour faire une seule association de Endo IDF et de pas avoir 4 filières territoriales. Donc on va travailler dessus sans aucun doute d'ici 2026. Donc selon là où vous êtes, vous avez une coordinatrice qui s'occupera de son territoire, qui va recevoir les demandes d'adhésion qui vont arriver sur le site internet et qui vont recevoir aussi les demandes des patientes avec le mail contact. Donc là, on vous a mis les hôpitaux, les structures qui sont dans les comités de pilotage un peu pour la gouvernance et puis les différents territoires dont on s'occupe avec les coordinatrices. L'idée
la stratégie, c'est d'avoir une coordination administrative et une coordination soignante. On a à peu près, bon an, mal an, fait un peu tous ça, avec des parcours un peu différents, puisque sur les autres filières, il y a des médecins généralistes. Ici, sur notre filière, c'est plutôt moi en tant que sage-femme. Et il y a aussi des chargés de projet, mais il y a aussi une juriste, vous voyez, donc c'est un peu des profils différents et on travaille tous ensemble. Les missions de la filière, vous pouvez cliquer, informer, sensibiliser le grand public en collaboration avec les associations de patientes, hein, parce que c'est vrai qu'on essaye de se partager un tout petit peu le travail, d'identifier, de former les professionnels de santé en fonction des besoins, de ce qu'ils ont envie de faire, d'être dans l'annuaire ou d'être sympathisants. Mais évidemment que notre boulot, c'est quand même de faire en sorte que le maximum de gens sont dans l'annuaire, parce que ça va aider les patientes, mais ça va aider aussi les pros que vous êtes à trouver quelqu'un d'autre dans la filière. Et d'orienter selon la gradation des soins dont je vais vous parler après. Promouvoir la recherche, ça, on est encore un peu en retard là-dessus parce que c'est pas facile. En plus, on n'est pas une association, c'est pas facile de promouvoir la recherche. Mais tant qu'on peut aider des structures à faire passer des messages, à faire passer des projets de recherche, on est là-dedans et on espère bien y participer de manière un peu plus active après. La gouvernance de Endosud IDF. Pourquoi je vous parle de celle-ci? Parce que c'est votre territoire et parce que les autres sont pas complètement pareils, mais enfin, ça se ressemble quand même pas mal. On a un comité de pilotage, vous l'avez vu sur la diapo d'avant, on est 8 structures sur Endosud. Il y a un comité de pilotage avec toutes les structures qui sont représentées dans ce comité de pilotage, avec les associations de patients qui sont aussi dedans. On a créé un comité stratégique et on s'est focalisé sur le premier, sur la douleur. Et on a créé des podcasts qu'on a bossé avec la CPTS du 8e arrondissement. Et vient de terminer depuis lundi un film sur les dysménorrhées pour justement aider les pros entre dysménorrhée pas très sévère, je suspecte pas forcément l'endométriose, mais dysménorrhée très sévère, très invalidante, avec des antalgiques de Paulien qui fonctionnent pas. C'est les warnings. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc, on a fait un tournage, un vrai film pour aider justement les pros dans cette organisation et comment je fais, comment j'oriente et vers qui j'oriente et à quel moment j'oriente. La coordination opérationnelle, Moussa, Sofiane et Frédéric Perrotte, en collaboration, comme je vous ai dit, avec Endomind, Endo-France et c'est pilotage pour l'instant régional et financement par la l'ARS Île-de-France. Le parcours de soins. L'idée, c'est que cette gradation des soins, c'est super important. Pourquoi? Je suis une patiente, j'ai de l'endométriose, j'ai pas d'endométriose, j'ai pas de diagnostic, j'ai pas de traitement. Je ne vais pas aller dans un centre voir Monsieur Marin parce que il est chirurgien gynécologue et que lui, il peut me mettre un traitement hormonal et m'expliquer la maladie, mais franchement, le rôle du premier recours, il est là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller d'abord voir gynécologue, médecin généraliste, sage-femme, formé, sensibilisé à l'endométriose pour dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous voulez un traitement, vous en voulez pas, comment sont vos douleurs, ok, voilà ce que je vous propose comme prise en soin. On voit les médecines complémentaires évidemment aussi parce que tout ce qui va être ballonnement, diarrhée, constipation, tous les troubles digestifs associés, évidemment que la pilule elle peut ne pas tout faire et donc ça veut dire diététique, activité physique, gestion du stress, tout ça c'est les piliers de l'inflammation et donc c'est pris aussi en charge par des autres professionnels de santé qui sont sûrement parmi nous aujourd'hui. Donc, si ça marche, tant mieux, c'est un succès. Hop, elle reste avec moi ou avec son médecin, sa sage-femme, bref, elle reste dans le premier recours. C'est plutôt un échec. Il y a le côté deuxième recours. Donc ça, c'est des structures qui vont être en capacité de faire de la chirurgie, entre guillemets, moins complexe, dite facile, hein, vraiment. Mais c'est pas des endométrioses complexes et il n'y a pas forcément de problématiques importantes de fertilité. Et ça, c'est le troisième recours avec de la chirurgie. On l'a vu, les atteintes qui pouvaient être urologiques, digestives, sur l'utérus, la problématique des endométriomes et de la fertilité. Donc, vous voyez, il y a tout ça, et ça, c'est complexe. Et ça, on se doute bien qu'on va pas être tout seul à s'en occuper. Donc, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires qui doivent être faites dans ces centres-là et aussi dans ceux de deuxième recours. Et pourquoi pas dans le premier recours. Et ça, les filières, on est en train aussi d'y réfléchir pour voir comment on peut aider avec des questions. Qu'est-ce que je fais? Elle saigne toujours, elle a un traitement, elle le prend en continu, elle a toujours mal, aidez-moi. Et là, on devrait pouvoir vous aider à trouver des ressources. En tout cas, on est là et n'hésitez pas à nous appeler. Et donc, les RCP simples, les RCP complexes, et on met évidemment le chapeau préservation de la fertilité parce que ça, c'est aussi de notre responsabilité en tant que premier recours d'en parler, la préservation, l'AMP, et en dernier recours, en tout cas, la chirurgie, parce qu'on sait très bien que c'est 25-30% des patientes, et vous voyez qu'il en reste quand même beaucoup qui ne sont pas opérées, et qui vont être de moins en moins opérées, et qui veulent être de moins en moins opérées.
On peut passer à la suivante, merci beaucoup. Le site internet, alors allez-y parce que c'est quand même une mine d'informations. Vous avez aussi notre contact dessus, un site, quatre filières. Il y a un côté patient, un côté pro. Il n'y a pas de code, en tout cas pour l'instant, et c'est pas sûr qu'on en mette un d'ailleurs, donc tout le monde peut voir tout. Il n'y a pas tellement de choses à cacher. Le côté pro, c'est est-ce que vous avez envie d'adhérer? Et j'espère qu'après cette présentation, vous allez être nombreux à y aller. Côté patiente, vous pouvez consulter un annuaire et vous pouvez poser une question aussi à l'équipe de coordination que nous sommes. On peut passer à la suivante. Dessus, vous avez donc l'annuaire de professionnel qui va fonctionner. Soit je connais le nom, soit je cherche une profession, soit je cherche une activité complémentaire, thérapie, fasciathérapie, bref. Et on peut trouver les professionnels comme ça. On est géolocalisé et vous apparaissez avec le détail. Les centres de l'endométriose, les centres d'imagerie, les centres d'AMP, les centres de la douleur sont aussi dedans avec un détail et tout ce qui nous donne comme information. Je veux avoir une fiche parce que pour prendre le rendez-vous dans le centre de la douleur, j'ai besoin d'avoir tac, 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 tac. Ça, si le centre de la douleur nous le donne, évidemment, on va le mettre comme ça en tant que pro. Vous gagnez du temps pour envoyer votre patiente avec la bonne fiche PDF dont ils ont besoin et parce que tout le monde ne fait pas évidemment la même chose. Allez-y. Voilà, ça aussi c'est pas mal, c'est l'agenda pour vous dire où sont les RCP de votre territoire, c'est quoi les prochaines activités, les prochains congrès qu'il peut y avoir sur l'endométriose, ou en tout cas très 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 proche. Et donc tout est là-dessus. On a aussi une docutech, on a aussi, mince, je voulais vous dire un truc sur les formations, et on a aussi L'actualité. les Les actualités. Ouais. actualités. Les supports de communication, évidemment, parce que Sofiane n'est pas là sans faire de com, hein, sinon, voilà, les supports de com. Donc, une newsletter pour les adhérents, mais pour nos sympathisants aussi qui veulent pas forcément être dans l'annuaire. Un flyer qu'on distribue sur tous les stands qu'on peut faire. Et puis, des relais d'information, parce que bien sûr, sans les CPTS, sans les DAC, sans les réseaux de périnatalité, on a besoin de tout le monde et on ne pourrait pas du tout communiquer et se faire connaître. Et c'est ce que les réseaux de périnat ont bien sûr largement vécu avant que les filières ne naissent. Et donc, c'est un travail collaboratif avec tout ce monde-là, vous, eux et nous. Et je crois que là, c'est aussi, merci beaucoup. Quelle efficacité, merci beaucoup, Madame Perrotte. Pas respirer, mais maintenant, c'est bon. Je vais donc laisser la main en conclusion pour Docteur Marin sur le centre référent d'endométriose du GHNE. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis père gynécologue, je suis responsable au nouveau centre d'endométriose à Paris-Saclay. Je suis depuis plus de 10 ans maintenant à GHNE. D'abord, je remercie beaucoup la CPTS, tous ceux qui ont soutenu ce projet, Madame Perrotte, la filière, et tous les collaborateurs au centre de GHNE qui m'ont aidé pour contribuer à faire fonctionner ce projet sur l'endométriose. Pourquoi un centre spécialisé et pourquoi en Essonne? Parce que, comme vous avez vu, la prévalence et l'impact sur la qualité de vie et un problème de santé publique. Vous voyez dans le diapo à côté la répartition démographique des médecins traitants dans l'Essonne. Donc, c'est pas tout à fait facile. À savoir que le nord d'Essonne, c'est un des départements le plus fort dynamique démographique en Île-de-France. La vocation du centre d'endométriose est d'établir un projet de soins en lien avec les différents professionnels de santé. Donc, GHNO a une capacité d'augmenter son activité médicale et surtout chirurgicale. Quelques mots parce que je ne vais pas détailler ce que mes collègues ont déjà parlé. Sur GHNE, nous avons mis en place depuis février des créneaux de consultation dédiés de 30 minutes, dédiés pour l'endométriose, des HDJ depuis le mois de juin, dédiés pour l'endométriose par thème, douleur principalement, fertilité, et peut-être on va voir HDJ dédiés sur la chirurgie. On a une équipe de 15 gynécologues en total, dont 6 on est centré sur l'endométriose. On a créé une page sur le site de l'hôpital. On a une équipe de douleur, équipe mobile de douleur sans palliatif, et qui nous a rejoint pour l'HDJ. Espérons aussi un médecin référent de douleur chronique. Espérons un sexologue, sophrologue qui va nous rejoindre, un psychologue déjà dédié pour les HDJ. Plus l'acupuncture et les autres, la diète, nutrition. Et voilà, donc on a un plateau bicite, donc on se fait les consultations sur Longjumeau. Et là, à Saclay, on a un plateau d'imagerie qui est performant. Si je ne me trompe pas, on va bientôt avoir un deuxième IRM, 3 Tesla.
Donc, on a tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins pour cette pathologie. À noter, notre pôle maternité, ça a vite démarré. Au début, personne ne croyait, mais là, on arrive à un rythme de 3500 accouchements par an. À savoir que la périnatalité, c'est un continuum dans la vie de la femme, et la femme qui, par ailleurs, peut-être va avoir l'endométriose, une femme sur 10 comme ça a été décrit. Je ne vais pas tout détailler. Il y a aussi un impact, la slide précédent, s'il vous plaît, un impact majeur sur la qualité de vie, économique aussi. Dans le parcours de soins, je vais détailler les étapes clés. Orientation initiale. Les cibles sont les femmes avec des symptômes évocateurs des douleurs. Douleurs, c'est du type dysménorrhée. À distinguer dysménorrhée qui est absente, c'est très rare. En général, c'est dysménorrhée légère, modérée, et bien identifier les patients qui sont en dysménorrhée sévère. Et le but du jeu, c'est les mettre rapidement sur un traitement. Plus ou moins associés à troubles urinaires, digestifs, infertilité et d'autres douleurs pelviennes. Douleurs qui au début peuvent être nociceptives, par exemple une douleur classique de brûlure, ou neuropathique, lésion nerveuse, ou nociplastique, liée à une sensibilisation centrale et périphérique. Lié à la modification des seuils de sensibilité. En douleur chronique, abaisse le seuil de sensibilité, il se transforme plus tard dans une hypersensibilisation avec le syndrome myofascial, qui est très difficile à traiter. Donc, slide suivant. L'accès aux soins, nous avons accepté pour l'instant tout le monde. Donc, tout patient qui pense avoir l'endométriose s'inscrivent, prendre rendez-vous. Et sinon, idéalement, c'est un circuit classique. Le patient doit suivre, voir un médecin de ville qui doit l'examiner et voir si vraiment ça dépasse les limites des compétences et que le traitement, ça fonctionne pas. Il peut nous adresser. Et sinon, les patients diagnostiqués, suivis en réseau de ville, qui nécessitent plus loin un rendez-vous spécialisé, doivent être orientés avec un courrier. Donc, les patients qui ont déjà une lésion et qui échappent au traitement, qui sont orientés directement. Donc, quelques étapes importantes. 7 mars 2024, ensemble, on a présenté notre projet avec Frédéric Perrot en jumeau. En juin 2024, c'est une étape importante. Nous avons déménagé le plateau technique de Longjumeau à Saclay, un nouvel hôpital. C'est très rare dans la vie d'un médecin de voir un hôpital tout nouveau qui sort de la terre avec un plateau technique tout neuf qui répond aux dernières normes. Et nous avons essayé et on a réussi, je pense, à faire fonctionner et on va essayer de rayonner ce plateau technique, cet hôpital, dans la région. Le 23 janvier, on a lancé la filière à l'hôpital Paris-Saclay et maintenant, depuis juillet, on commence à ouvrir des HDJ dédiés pour les cas très complexes. On a commencé à faire les premières injections Botox utérin et avec des très bons résultats. Slide suivant. Le diagnostic, comme ça a été dit, je ne vais pas revenir dessus. J'espère qu'on va peut-être pouvoir intégrer rapidement le test salivaire dans le cadre d'études multicentriques nationales, qui pour éviter une oscilloscopie diagnostique en cas de douleur très forte et qui, de toute façon, la oscilloscopie doit plus être faite en but diagnostique. Pour valider le diagnostic, donc toujours on discute les dossiers en RCP, les cas les plus complexes. Slide suivant. La troisième étape, c'est le plan de soins personnalisé. Comme ça a été dit, on n'est jamais seul, il faut travailler en équipe. Gynécologue, sage-femme, médecin généraliste, et puis intégrer les psychologues, les médecins de douleur, diète, et ne pas oublier combattre les addictions et discuter éventuellement les options chirurgicales, mini-invasives, qu'on a déjà en place, la Célio, plus ou moins robot assisté pour l'instant, c'est sur le plateau de Béclair, un partenariat, espérons qu'on va avoir l'année prochaine. Chirurgie vaginale pour les adenomyoses simples, ou les hystéroscopies avec des injections de Botox utérin. Slide suivant. Le suivi et l'évaluation, donc l'étape 4, c'est ce qui est très important, suivre, voir si les traitements fonctionnent, comment elles évoluent les patientes. Et souvent, on a besoin d'ajuster les traitements ou changer ou adapter. Et dernière étape, les projets parentaux en général, orientés vers un service PMA si besoin, et suivi spécifique pour les patientes atteintes d'endométriose, faire des partenaires régionaux avec sans de référence, les cas les plus compliqués. Slide suivant.
Donc, je vais pas revenir dessus. L'évaluation et suivi de notre projet, ce seront les indicateurs de réussite, délai diagnostic, le taux de satisfaction des patientes on va évaluer les mécanismes de suivi par le biais des données statistiques PMSI et on va adapter éventuellement ce projet en fonction de retour et des résultats. Donc, on va peut-être augmenter le nombre de plages de consultes spécialisées. Slide suivant. L'objectif, c'est offrir une offre de soins d'excellence dans la région, dans le bassin de l'Essonne. L'endométriose est une maladie complexe qui nécessite une prise en charge coordonnée. La création d'un centre spécialisé permet d'améliorer significativement le parcours de soins des patientes. Perspective, on va peut-être intégrer la télémédecine, la téléexpertise, l'IA. On parle beaucoup au congrès où je suis actuellement de l'IA. Le test salivaire, c'est vrai qu'il y a aussi l'IA intégré. Renforcer l'offre de soins sur le nouveau plateau technique. Objectif futur, nous, on essaie de réduire au maximum le retard diagnostique et surtout le retard thérapeutique. Améliorer l'accès aux soins, qui est vital. Renforcer les liens ville-hôpital avec vous, les médecins de ville, professionnels de santé, kinés, sages-femmes, tout le monde qui peut être concerné un jour, voir un patient qui potentiellement peut avoir une endométriose. Sensibiliser davantage et renforcer la recherche clinique et l'innovation. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, Mais justement, merci beaucoup à tous les intervenants et merci en particulier à Monsieur Marin, Docteur Marin, d'avoir clôturé avec cette présentation. Du coup, il y a eu plusieurs questions dans le chat, donc je vais les reprendre. Il y a eu Docteur Saada qui demandait si la prévalence de la maladie augmentait ou on fait plus de diagnostics en pratique clinique et j'ai l'impression que le nombre augmente sans cesse. Mais Arnaud, si tu veux parler, c'est possible aussi. Non, je pense que j'ai tout dit, mais j'ai répondu à la réponse. effectivement, le nombre augmente parce que la population est sensibilisée. On parle de plus en plus. On parle de plus en plus des outils IA que les patients peuvent installer, peuvent suivre leurs symptômes, les règles, les douleurs, etc., qui peuvent alerter à un moment donné, ben là, il faut aller voir votre médecin traitant ou médecin gynécologue. Donc, on va avoir de plus en plus des femmes qui sont averties, qui sont de plus en plus au courant qu'il peut y avoir potentiellement un risque de développer une endométriose. C'est une maladie qui est toujours un délai diagnostique de 7 ans. Je suis de plus en plus persuadé. Ce délai diagnostique est un lien avec une histoire naturelle de la maladie. Il faut 7 à 10 ans pour s'en voir un nodule ou quelque chose. Et les premières 7 années de vie, d'évolution, dès l'apparition des règles, des règles sont douloureuses, il faut poser le diagnostic, surtout basé sur l'anamnèse, bien distinguer la dysménorrhée sévère, les mettre sous traitement pour éviter, parce qu'on sait que la dysménorrhée, c'est primo movens, créer le reflux tubaire initialement, après ça se chronicise et se transforme dans une forme de hypersensibilisation qui est très difficile à rattraper et gérer après. Donc voilà, de plus en plus de jeunes qui vont consulter, donc pas s'inquiéter si on trouve rien à l'IRM, à l'écho, et surtout prendre en considération la clinique et ce que les patientes vous expliquent lors de la consultation. Et j'imagine que ça répond à la question d'Arnaud qui avait aussi demandé si l'endométriose était reconnue par la MDPH et ou en ALD, en affection Alors, longue durée. ça, c'est quelque chose qui, je sais que les associations le demandent. Moi, dans mon expérience, j'avais réussi à avoir une ALD spécifique. Enfin, c'est les ALD comment Hors dire? liste. Interne. Voilà, hors liste, c'est le 31. mot que je cherchais. Mais c'était pour un an qu'on a réussi à renouveler 2 fois, 3 fois, et puis après, ils n'ont plus voulu. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose de problématique. Et pour la MDPH, on peut toujours faire un dossier en fonction des douleurs et des gènes. Enfin, voilà. Mais c'est encore compliqué. Et là, avec le programme ministériel qui pousse quand même à la fois sur des études, donc pour la prévalence, on en saura peut-être un peu plus aussi dans quelques années, ça va peut-être changer la prévalence avec le fait que les femmes effectivement signalent plus souvent quand elles ont des dysménorrhées ou des fortes douleurs, au lieu de souffrir en silence. Euh, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont changer. Mais après, je suis pas forcément optimiste sur la LD quand on voit que la CPM est en train d'essayer de revoir de diminuer les acceptations d'ALD. Voilà. En général réservé pour les maladies très complexes
qui vont certainement nécessiter des interventions complexes pendant les six mois qui suivent ou un an. Donc, c'est les cas qui correspondent aux critères. C'est pas les dysménorrhées sévères qui peuvent être gérées avec un traitement médical. Donc, Alors, merci pour ces réponses. Il y a une autre question de Tiffaine cette fois. Au bout de combien de temps d'un traitement antidouleur de palier 1 propose-t-on de rechercher une endométriose? Et qui Alors, remercie pour la présentation. on commence déjà par faire, alors le traitement de palier 1, c'est déjà à chaque période douloureuse. Et on leur donne de toute façon un palier 2 en réserve. C'est-à-dire que si elles voient qu'elles ne sont pas soulagées par le palier 1, il faut prendre le palier 2 et on leur parle déjà traitement hormonal. Parce que le traitement, avant tout, c'est quand même, certes, la douleur, mais c'est aussi le traitement hormonal qui va les soulager. Euh, il faut discuter de tout ça. Si on arrive à faire accepter le traitement hormonal, eh ben, on voit si le traitement hormonal est efficace et à ce moment-là, pas besoin d'aller rechercher une endométriose plus loin dans la mesure où elles n'ont pas de désir de grossesse. Par contre, si elles refusent absolument tout traitement hormonal ou qu'elles ont des contre-indications ou que ça ne marche pas, c'est là que on passe au palier 2, enfin pas palier 2, mais au recours dans la filière à au deuxième niveau. Ben, c'est parfait, vous avez visiblement répondu à la question. Merci Vous beaucoup. voulez peut-être compléter, docteur Marin? non, non, c'est parfait. Le traitement hormonal, de toute façon, c'est la base. Mm. Idéalement, un traitement hormonal qui permet d'obtenir un minoré. Estrogestatif chez les jeunes. Et quand ça marche pas, il faut passer à d'autres niveaux, le dienogeste qui est la molécule progestative dédiée pour l'endométriose, associée avec estrogène chez les jeunes. Sinon, beaucoup d'effets indésirables et les effets liés aux effets anti-estrogéniques. Et sinon, il y a des paliers niveau 3, des traitements antagonistes, agonistes, qui sont parfois avec des effets indésirables. Donc, les antagonistes actuellement ont moins des effets indésirables, mais on ne réserve pas chez les jeunes, donc on réserve plutôt plus tard. Euh, euh, voilà. Le traitement hormonal, en fait, c'est un traitement qui va accompagner tout au long de la vie de la patiente. Et c'est vrai que pour la question, est-ce que j'ai vraiment l'endométriose, il faut que je prenne vraiment tout au long de la vie le traitement hormonal. Peut-être test salivaire qui va répondre à un moment donné à cette question et surtout le suivi, l'anamnèse et l'évolution, quoi. Donc, Oui, Et- parce que pour compléter, il y a certaines patientes qui pensent que on va faire la chirurgie, on va gratter toutes les lésions et puis ça va être guéri. Et c'est tout à pas si fait. simple. C'est pas tout à fait ça. Voilà, Euh, ça va pas forcément. La Ça va pas chirurgie a une guérir. place. De plus en plus, je discute avec mes collègues en Corée de chirurgie. Il y a une place spécifique, soit en cas de dysparéonie qui sont liés à un point de gâchette et nodules, ils sont visibles, bien déterminés de certaines tailles qui ne fonctionnent pas sous traitement hormonal, qui malgré le traitement hormonal ne fonctionnent pas. Là, on discute en RCP la place éventuellement d'une chirurgie. Mais chez les jeunes, surtout, il faut éviter parce qu'il y a l'enjeu, c'est la fertilité, donc la préservation de fertilité. Pareil pour les endométriomes. Endométrium moins de 3 cm, on les opère pas. On discute plus tard, éventuellement, si ça évolue. Donc, la place de la chirurgie de moins en moins et les discuter en staff RCP de manière obligatoire et systématique. Donc, Alors, je m'excuse, mais il reste une dernière question du chat. Je sais pas que voilà. Euh, docteur Dassy qui demandait si vous pouviez revenir sur les activités qui alimentent l'HDJ endométriose. Apparemment, vous avez cité l'injection du Botox. Est-ce qu'il y a d'autres activités? pour l'HDJ endométriose, donc c'est des HDJ dédiés pour la douleur. HDJ centré sur la douleur chez les patients complexes. La plupart des patients n'ont pas besoin de passer en HDJ parce qu'ils n'ont pas besoin d'être vus par plusieurs intervenants au début. Et après, on voit certains d'autres patientes qui associent des troubles psychologiques. Parfois, faut pas oublier, il y a parfois des histoires de trauma, des violences qu'ils ont subies plutôt dans leur vie. Donc, faut ne pas oublier ce contexte psychologique qui est très important. Et ensuite,
aller sur la douleur, donc centrer sur la douleur, cette stratégie qui oriente les traitements de douleur qui parfois sont très compliqués à mettre en place pour stabiliser, pour assurer un contrôle des douleurs. Le contrôle de la douleur, c'est très difficile parfois. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire parfois des botox souterrains au bout d'une chaîne de traitement quand rien qui marche, parce que c'est pour l'instant c'est pas un AMM pour l'utérus, mais on le fait de manière compassionnelle chez des patientes qui ont des douleurs type dysménorrhée, type contracture, qui sont rebelles au traitement médical. Donc HDJ, c'est tout ce qui est des cas complexes qui nécessitent vraiment un prise en charge pluridisciplinaire. Et le rôle de création de ces HDJ, c'est aussi se mettre tous autour d'une table, de prendre le dossier et de faire un résumé et établir un parcours de soins personnalisé avec un suivi et des étapes clés après. Très On bien. fait un compte rendu qu'on donne au médecin traitant et on revoit les patients systématiques, donc patient complexe. Ok, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Bon, tout le monde doit quitter la réunion parce que c'est l'heure. Écoutez, je remercie tous les intervenants d'avoir participé à ce webinaire. Donc, vous avez accès via le scan au flyer du centre référent de l'endométriose sur le premier QR code et le deuxième, c'est pour répondre au questionnaire de satisfaction. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle Merci, au journée. revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.